Bonjour tout le monde, donc moi je suis Catherine Bourguin, je suis chercheuse à l'INSERM et membre du comité d'éthique. Je voulais simplement introduire très très brièvement cette question des conflits d'intérêts dans la recherche que nous avons retenu pour cette pour la matinée, en disant que c'était une question qui nous avait semblé centrale parce que c'était à la fois un marqueur de la confiance dans la recherche scientifique et dans la recherche biomédicale. Et on a bien vu en France avec un nombre de scandales importants autour de dénonciations de conflits d'intérêts qui ont conduit à la mise en place de règles, de déclarations, etc. Et en même temps, on voit bien aussi que les politiques publiques poussent à un rapprochement de la recherche publique avec la recherche privée, avec le développement de l'innovation dans un but économique pour que la recherche puisse irriguer au maximum l'économie. Mais du coup, ça crée des tensions très fortes et du coup, c'est une source de questionnement éthique extrêmement important. Et alors, pour ouvrir les débats autour de ces questions centrales, nous avons choisi d'avoir deux invités qui vont nous parler de deux aspects différents. On va d'abord entendre Marc Rodwin, qui est donc professeur de droit et qui va nous présenter un point de vue sur les conflits d'intérêts. Et ensuite, il sera discuté par Léo Koutelek, qui est chercheur à l'espace éthique Île-de-France. Et ensuite, après la petite pause, nous aurons l'intervention de François Berger, qui est directeur d'une unité de recherche de l'INSERM et qui a la particularité de travailler en rapprochement assez étroit avec l'innovation dans le domaine de la neuro-oncologie, mais ça, il nous expliquera ça plus tard tout à l'heure. Voilà, donc je donne maintenant la parole à Marc. C'est notre grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Marc, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du comité éthique. Dans le micro. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je veux aujourd'hui parler les conflits d'intérêts dans la recherche biomédicale. Et juste pour commencer, pour qu'on ait clair, je veux parler... Rapprochez-vous du micro. Ok, voilà. Et car si... on ne me comprend pas parce que je fais des fautes, lève la main et je vais essayer de corriger ou expliquer en anglais. Alors, mon plan d'action aujourd'hui, c'est de faire une définition des conflits d'intérêts, expliquer le concept en base, et après, discuter plus ces questions de la recherche biomédicale. Je parlerai de 4 types de conflits d'intérêts, ou peut-être 6 si on parle différents acteurs, et ensuite donner quelques exemples et regarder le champ où on peut trouver ces conflits d'intérêts ou divers conflits d'intérêts et puis parler des gestions des conflits d'intérêts car beaucoup de gens parlent seulement... Voilà, ça marche pas. Voilà. Maintenant, ça va marcher. Je peux marcher comme Ofra devant tout le monde. Alors, voilà. Et je veux terminer par parler le rôle de déclaration d'intérêt parce que beaucoup de gens pensent que c'est ça le fin, mais c'est peut-être pas même le commencement ou certainement pas plus que le commencement. Alors, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêt quand on parle de conflit d'intérêt? Avant de faire une définition, je veux parler d'une intuition qu'on comprend, que tout le monde comprend. On peut demander si quelqu'un peut... un juge peut soi-même être un juge de son cas. S'il n'est pas un juge, si quelqu'un peut juger son cas, son propre situation. Et tout le monde pense que quelque chose ne marche pas, quelque chose comme ça. Et c'est ça un peu l'idée de conflit d'intérêt à base, qu'il y a une division des rôles, qu'il y a certaines choses qui doivent être séparées et qu'on veut, en certaines situations, quelqu'un d'être objectif. Alors, on peut dire que ce n'est pas seulement une question de juger son cas. Si un juge était payé par un des litigants devant eux, on dirait que quelque chose ne marche pas, ou on pourra dire même s'il y avait un ami proche devant lui, peut-être
sera mieux de voir quelqu'un d'autre qui sera le juge. Et on peut dire même, peut-être ce n'est pas seulement une question des juges, peut-être on dira la même chose pour les juristes ou un avocat qui peut voir en même temps deux clients qui sont opposés. Et ce n'est pas seulement on trouve les avocats, ça, parce qu'on a le droit à développer cette notion de fiduciaire, et on a aux lois anglo-saxonnes depuis un siècle à des régulations pour d'autres professionnels, pour la fonction publique, pour les gens qui travaillent dans la finance. Et c'est seulement récemment qu'on parle de ça en médecine. Alors, distinction entre conflit d'intérêt et corruption. Corruption, c'est un acte. Corruption, c'est quelque chose illégal. Corruption, c'est quelque chose interdit. Conflit d'intérêt, c'est des fois toléré. Et surtout, c'est une situation, pas un acte. Alors, il y a quand même un rapport plus complexe parce que des fois, on peut changer une situation qui était corruption et éviter le droit, le loi, pour que ça devienne un conflit d'intérêt. Alors, au lieu de payer un pot de vin illégal, on peut donner peut-être un cadeau ou avoir un rapport économique et ça vite. Mais ce n'est pas toujours un détournement de droit. On peut avoir des conflits d'intérêts qui sont tout à fait pas corruption. Et alors, il y a une question là un contrôle de biaisé, d'influence. Alors, pourquoi ce n'est pas la corruption? Parce qu'un conflit d'intérêt n'est pas un acte, c'est une situation, un rapport avant un acte, car il y a beaucoup de gens qui font des épidémiologies aussi, je pense qu'on peut dire que c'est une question des facteurs de risque et des gestions de risque. Un conflit d'intérêt, c'est un risque. Ça veut dire pas qu'il y a un événement qui est déjà passé. Ce n'est pas la maladie. Mais on veut régler les conflits d'intérêt parce qu'on veut régler ces risques. Alors, le but légal, c'est il y a des conflits d'intérêt quand quelqu'un a une obligation ou un devoir de faire une certaine mission ou de soutenir travailler pour un but ou un client, et en même temps a des liens d'intérêt ou certains intérêts. Ça peut être des liens financiers, souvent, les conflits d'intérêts financiers. Mais en même temps, il y a d'autres conflits d'intérêts. On peut voir ce qu'en anglais, on parle de divided loyalties. On peut pas, c'est aphorisme, mais on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. La loyauté peut être mise en question parce qu'on travaille pour 2 acteurs différents. Alors là, on peut voir un mélange entre les deux, mais ça peut être à part. Bon, on a déjà discuté ça. Beaucoup de gens disent tout est un conflit d'intérêts, mais c'est tout un conflit d'intérêts. Ce n'est pas un conflit entre groupes, ce n'est pas un conflit politique, ce n'est pas seulement une question de conflit émergent. On doit avoir un devoir, une obligation et un lien qui peut mettre tout ça en cause. Bon, passons à la biomédecine et je parlerai de 4 types de conflits d'intérêts. Le premier, les conflits des médecins qui sont en même temps des chercheurs. Deuxièmement, les conflits des chercheurs qui sont des entrepreneurs. Troisièmement, les conflits des chercheurs quand les conflits sont liés à leur dépendance, à leurs finances, à la finance de leur recherche, comme les essais cliniques. Quatrièmement, les conflits des chercheurs dus aux règles de propriété intellectuelle, quand ces chercheurs sont universitaires et ont l'obligation de
faire public la connaissance de le savoir, et là, il y a un conflit entre rôles. Et ça, c'est pas tellement les 5 ou 6 d'autres conflits d'intérêts, d'autres types, mais d'autres acteurs, parce que c'est pas seulement les chercheurs soi-même, c'est les gens, les structures, les institutions qui peuvent avoir des conflits d'intérêts aussi, et on parlera un peu de ça. Alors, au premier, le rôle de chercheur, ce n'est pas le rôle de médecin. Le médecin, c'est de guérir. Le chercheur, grandir la connaissance, monter la connaissance. Tous les deux sont des bons rôles, mais en même temps, il y a des incompatibilités. Le patient qui entre dans un essai clinique peut penser que c'est pour lui qu'on le fait, mais finalement, ce n'est pas pour lui, c'est pour les patients dans le futur. Et ça, il y a des implications pour le consentement et pour d'autres choses. Et ça, c'est tout à fait des conflits vraiment biomédicaux. On ne trouve pas ça tellement dans d'autres domaines. Ce n'est pas une question de l'argent. Je donnerai peut-être des exemples tout à l'heure. Deuxièmement, type de conflit d'intérêt, chercheur qui est entrepreneur, celui qui développe, qui a soit actionnaire dans une compagnie qui développe un médicament ou un brevet, et il fait son recherche, mais son intérêt au même temps de profiter, et s'il fait l'évaluation de son travail, il y a un conflit. Ça peut avoir des biaisés sur son analyse et son évaluation de son travail. Et ça va pour des analyses, des problèmes d'interprétation, des données et toute la conduite de la recherche. Troisième type de conflit d'intérêt, ça sort des financements. Alors, la plupart des essais cliniques aux États-Unis, et je pense dans tout le monde maintenant, sont financés par, quand il y a un médicament, par l'entreprise qui veut développer et mettre ce médicament sur le marché. Et ils font l'évaluation, mais en même temps, ils veulent que l'évaluation montre que le médicament, ça marche et que c'est bien et qu'il n'y a pas trop de risques. Et cette façon de financer et de choisir les chercheurs créer des conflits. Et quatrièmement, d'être chercheur, et si on a un brevet, on veut cacher pour que les autres ne voient pas ce qu'on trouve. Par contre, l'université, les valeurs publiques, c'est pour ça circule et ça aide le public. Alors, je voulais juste dire une ou deux choses, que c'est pas seulement les chercheurs comme vous qui ont des conflits, c'est les gens qui peut-être sont chargés de surveiller ou de gérer l'administration sur les comités de protection de patients qui peuvent voir et qui ont des conflits d'intérêt ou des liens d'intérêt, les comités d'éthique, les administrateurs dans l'administration, même dans les agences publiques, l'agence de médicaments ou d'autres agences. Et on trouve aux États-Unis maintenant, ce n'est pas seulement les acteurs, mais les institutions qui ont des conflits d'intérêts. Souvent aux États-Unis, les universités reçoivent des fonds des compagnies pharmaceutiques et sous Hatch-Waxman ont des brevets et ils gagnent de l'argent sur leur recherche. Et le problème, c'est eux, en principe, qui gèrent toutes ces recherches, mais ils sont en possession des conflits. Et ça, c'est aussi un problème. Alors, quelques exemples pour que c'est plus concret. Je parle d'abord de l'exemple de Dr. Tang, ophtalmologue, qui était à Mass Eye and Ear Clinic, lié à Harvard University. Et il a conduit une étude sur la sécheresse ophtalmologique. Il était en train de tester ce produit pour voir si ça marche pour
pour une compagnie, un labo qui s'appelle Spectra Pharmaceuticals. Spectra Pharmaceuticals, c'était fondé par Dr. Tang et ses collègues. Et il a mis 3% de l'argent dans la compagnie. C'est lui qui avait 75% des actions. OK. Et la compagnie a donné de l'argent pour faire l'évaluation. Ça paye son salaire. Il a fait des études. Il a trouvé, en faisant ses évaluations de produits, que c'était très, très bon, que ça marchait. C'était vendu, son compagnie, action publique. Le prix de l'action a monté. Il a gagné plus qu'$1 million très, très vite. Et après, un tout petit peu plus tard, après qu'il a vendu ses actions montraient que ça ne marchait pas. Bon, insider information, il avait de l'information. Là, ce n'était pas le premier conflit, mais il était en train d'évaluer. Alors, même s'il ne s'enrichissait pas, même s'il n'a pas trouvé ça après, l'idée d'évaluer son produit, ça prend des problèmes. Ça sera mieux. Peut-être un autre chercheur pourra faire la même chose. Trouver d'abord que ça marche, faire d'autres analyses, on trouve quelque chose qui ne marche pas. Mais si c'était quelqu'un d'autre, on dit c'est une faute, ou on a appris des choses. C'est quand lui, en situation, on se demande, est-ce que ce sera peut-être mieux de voir quelqu'un d'autre faire l'évaluation? Je vous demande. Alors, Monsieur Tang, Dr. Tang est plus à Harvard. Ils ont refait leurs règles à cause de ça, mais il n'y a eu aucune poursuite et je pense qu'il fait sa recherche en Floride maintenant. Deuxième cas, le mise en marché de le médicament Resolin par Warner Lambert. Alors, c'était un médicament pour le diabète type 2. En 1984, le NIH lance une étude nationale sur le diabète. Et beaucoup des entreprises voulaient avoir leurs produits évalués parce qu'il y aura beaucoup de publicité. Alors, Warner Lambert a offert plus que $20 millions au NIH pour aider à faire cette étude, aux conditions qu'il reçoit certains droits de propriété intellectuelle, mais aussi aux conditions que leurs produits, c'est un des produits qui sont évalués. À l'époque, il y avait moins de règles à la NIH. Ils ont accepté. C'est surtout M. Eastman, un membre de NIH, qui a dit que c'était une bonne idée, que le drogue Rosen, ce sera un qui devrait évaluer. Et finalement, ils ont mis en marché le FDA sur le fast track pour que ça se développe très vite, parce qu'ils ont trouvé que c'était bien. Mais après que c'était mis sur le marché, on trouvait de plus en plus des effets indésirables. Et 29 mois après la mise en marché, le FDA l'enlève de le marché, revoque l'autorisation parce qu'il y avait 90 cas d'insuffisance hépatique. Il se trouvait que M. Eastman était consultant pour Warner Lambert contre les règles de NIH. Et c'était lui qui a poussé qu'on a fait cette évaluation de son drogue et qui a poussé que le FDA mette ça sur le marché. Alors là, un autre type de conflit d'intérêts, de recherche qui peut être un problème. Et toutes ces informations sur Eastman, on trouvait seulement quand il y avait une investigation par la Chambre des députés du Congrès. Et troisième cas, Lederol, le vaccin Rhodachil pour le rétrovirus. Alors, c'est pour le traitement de
de obstructive bowel syndrome. Non, excuse-moi, pour la diarrhée. Et c'est une drogue valable, mais le FDA a trouvé, après que c'était mis sur le marché, qu'il y avait plus que 100 cas de obstructive bowel construction dans les enfants. Et on a trouvé que presque tous les gens sur les comités, sur les consultants, sur les experts à FDA, qui ont demandé un avis, avaient des rapports avec la compagnie. Et ça, on a trouvé après qu'on avait une investigation aussi à le Congrès. Quatrième type de conflit d'intérêt, je parle d'un chercheur, Betty Dong. Elle écrivait une lettre en revue scientifique en disant que souvent, il y a des différences entre les médicaments génériques et les médicaments brevetés parce qu'il y a des questions d'absorption de médicaments. Et quand le fabricant Synthroid a vu ça, il l'embauchait pour faire une évaluation de son produit qui était breveté parce qu'il y avait des concurrents. Et il trouvait, voilà, cette chercheur pense comme nous. Elle a fait son étude. Pendant qu'on faisait son étude, il y avait un petit problème. Elle était chercheure à l'Université de Californie et la compagnie voulait qu'elle signe un contrat qui dit que toute information qu'elle trouve, c'est confidentiel. Elle ne peut pas publier sans leur permission. Et il voulait supprimer ces informations qu'elle trouve. Elle fait sa recherche, elle trouve, en faisant sa recherche, que c'était pas du tout ce qu'elle pensait, qu'il y avait, en ce cas au moins, si pas les autres, une énorme différence, ou pas de différence, entre le générique et le produit breveté. Et quand elle a trouvé ça, elle voulait publier, il disait on ne donne pas permission. Ils ont fait une poursuite, ils ont fait des pressions. Elle a envoyé son manuscrit à JAMA, qui disait ils aimaient, ils publiaient. Ils ont fait toute une série de pressions, ils ont publié, et c'était seulement quand le Wall Street Journal a fait une investigation, première page, en exposant ce que la compagnie a fait, qu'on a laissé la publication. Maintenant, l'Université de Californie interdit ce type de contrat. Mais ça montre qu'il y a des conflits entre la recherche et le savoir et certains types de financement. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces conflits d'intérêts et voilà, je veux montrer une flèche et je insiste que c'est des problèmes dans tout le système. Beaucoup de gens pensent qu'on trouve ça, c'est un problème d'un individu, c'est un problème moral, c'est un problème d'un jugement. Et ça, c'est vrai, mais seulement un tout petit peu. Parce que c'est une façon de comment on dirige et on développe un système. Commencement par le financement. Si on change le financement, ça peut éliminer ou créer des conflits d'intérêts. Si on passe, et même si le financement n'est pas un problème, ou en résolution des problèmes, on peut voir aussi des conflits à tous les autres champs. Les gens qui font de l'interprétation des données, les structures, les publications, les gens qui regardent, font le peer review, et à chaque étape, il y a des potentiels problèmes. Alors, si on trouve qu'il y a des problèmes, il faut regarder comment on gère ce système et pas penser que c'est un problème de M. Rodwin et c'est son conflit. Parce que les chercheurs, les dirigeants se trouvent entre ces structures et en développant des nouvelles structures, on peut éliminer ou gérer les problèmes. Juste pour un exemple, je passe au problème de FDA. Alors,
Le FDA et l'équivalent dans tous les pays sont là parce qu'on ne veut pas que les fabricants font leur évaluation de produits tout seuls, qu'on le met sur le marché. Et c'était là la situation au commencement, que les entreprises conduisaient leurs essais maintenant avec peu de contraintes. L'autre bout du spectrum, c'est qu'on fait les évaluations par l'État, complètement indépendantes. Et il y a plusieurs d'autres possibilités. Dans les années 40 et 30, on avait beaucoup de gens au Congrès qui disaient peut-être que ça devrait être des évaluations payées par les entreprises qui vont mettre le produit sur le marché, mais que ce sera d'autres qui choisissent les chercheurs et que les résultats, ce n'est pas donné aux entreprises, mais au public. C'était aussi l'idée de Consumer Report, un peu l'équivalent de Que choisir, qui dit que quelqu'un d'autre doit évaluer le produit. On n'a pas choisi ce domaine aux États-Unis. Plutôt maintenant, l'FDA contrôle avec beaucoup de règles, mais c'est l'entreprise soi-même. Et maintenant, on trouve, même avec différents modèles, on a beaucoup de transparence, qu'il y a des problèmes en interprétation, évaluation. Et moi, je pense, si on change le système et que c'est quelqu'un d'autre qui fait l'évaluation, il y aura moins de problèmes. Peut-être il y a des raisons qu'on ne devrait pas faire ça. Mais si on garde ce système, il y a d'autres risques à gérer parce qu'il y aura sûrement des faiblesses. Alors, on peut décider quelle valeur on veut, et peut-être on veut que les entreprises fassent les évaluations, mais en ce cas, on doit bien surveiller, et peut-être mieux qu'on le fait maintenant. OK. Que faire? Quelle gestion? Plusieurs étapes. On peut essayer de réagir avant. On peut déclarer les finances pour un peu gérer. On peut introduire des choses. On peut introduire certains conflits. Et c'est une façon. Une autre alternative, c'est de rien faire, sauf s'il y a un scandale, une faute. On peut exercer les solutions pénales et dire c'est seulement si quelqu'un fait quelque chose de mauvais. Ou on peut essayer de superviser le conduite et encadrer leur comportement pendant l'action. Et finalement, on utilise d'habitude plusieurs solutions ou un mélange. Mais je pense que c'est mieux si on cherche d'abord les solutions structurelles, parce que ça va avoir plus d'effet. Et si ce n'est pas possible, on peut faire de surveillance. Mais là, c'est beaucoup plus lourd et il y a plus de risques. Si on ne peut pas changer la structure, parce que souvent ça prend de législation ou de changement de finances, et ça prend une intervention sociale, si on regarde au niveau des individus, on peut regarder deux solutions. Il y a deux solutions, options. On intervient sur l'intérêt concerné. S'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a pas de conflit. Ou on peut changer le travail, la mission des personnes qui sont en conflit. Alors, sur l'intervention sur l'intérêt concerné, si quelqu'un est un actionnaire, si on vend leur action, s'il n'y a plus de lien de finance, en principe, le conflit peut être éliminé. Si quelqu'un est un consultant et reçoit de l'argent tout le temps et on termine ses relations, il n'y a plus ces liens de finance. Alors peut-être il y a encore de loyauté de passé. Et pour les fonctions publiques, aux États-Unis, souvent on met
les investissements dans un blind trust pour que les actions publiques ne peuvent pas avoir un effet, ils ne savent pas si ça va avoir un effet sur leur compagnie. D'autres possibilités, c'est d'éliminer faire action sur les missions de personnes. Alors, si quelqu'un a une certaine fonction publique et démissionne, il peut garder ses relations financières, pas un problème, c'est les deux à la fois. Ou garde sa poste, mais récusation. Il ne travaille pas sur les questions où il a un lien d'intérêt. Il travaille à l'agence de médicaments, mais pas où il peut avoir un effet sur ses investissements. Et il y a d'autres options moins développées, des restrictions en accès à certaines informations et d'autres choses. Si on parle d'institutions, là c'est plus difficile, mais on a un peu les deux options. Ce qu'on fait souvent maintenant, si on ne peut pas éliminer les conflits d'intérêts, le système, les options, c'est de contrôler les individus. Et les problèmes là, c'est très difficile à faire. Alors quand je regarde les rapports sur les management of conflicts of interest, la gestion des conflits d'intérêts, on voit beaucoup des choses qui sont dites, mais très peu qui sont faits. On dit on a un plan pour gérer les conflits d'intérêts et on regarde ce qu'ils ont fait et souvent il dit il y a quelqu'un qui supervise, mais on se demande qu'est-ce qu'il a fait et il ne donne pas les détails. En principe, on peut faire des choses, mais finalement, de voir quelqu'un qui regarde l'action de l'autre, par exemple, souvent on dit que quelqu'un qui a un conflit ne devrait pas être le personal investigator, le PI. Alors, il n'a pas d'influence. Mais finalement, si c'est quelqu'un qui est un chef de labo, il n'est pas le personal investigator, c'est quelqu'un d'autre. Tout le monde connaît, il est chef de labo, tout le monde connaît qu'il a de brevets, il a les enjeux de pouvoir. On a changé le rôle officiel, et même s'il ne reçoit pas tous les rapports, il a des problèmes. Et on a trouvé ça à l'université de Pennsylvanie, à d'autres endroits. Alors, c'est une option, mais c'est des fois de rhétorique de parole et pas d'action. Alors, dans les institutions, on parle de murs chinoises pour séparer les deux fonctions. Une fonction, c'est l'investissement. Deuxième fonction, c'est la recherche. Les gens de deux secteurs ne se parlent pas. On fait ça maintenant dans toutes les grandes universités américaines. Et c'est mieux de ce qui a se passé chez Boston University, où comment dit-on, Board of Trustees, c'est quoi le mot? Les conseils d'administration et le président, on avait des investissements dans une compagnie qui donnait de l'argent à l'université pour faire de recherche et ils ont fait des évaluations de recherche. Et ils ont mis tellement de l'argent dedans que c'était une crise pour l'université et je ne connais pas pas le procureur, le Attorney General de l'État de Massachusetts, c'était dit qu'il y avait des problèmes de leur obligation vers l'université parce qu'il y avait trop de leurs fonds, trop de leurs ressources, trop de leur endowment dans ces compagnies. Il y avait une intervention. Bon, là, ça n'existe pas s'il y a un muraille chinois. Mais finalement, peut-être là aussi, c'est facile sauter d'un côté à l'autre en certains cas. Alors, passons finalement à déclaration d'intérêt parce que tout le monde pense que voilà, c'est la solution. Et des fois, c'est comme une incantation magique. Oui, alors j'aime ça, ça vient de la revue Prescrire, conflit avoué, conflit oublié. Il ne faut pas les oublier. Bon, pourquoi? Bon, l'information et les déclarations permettent de gérer ces conflits d'intérêts si on fait quelque chose. Parce que d'abord, on doit voir s'il y a un conflit. On doit voir les liens
Et après faire une évaluation, quelqu'un doit faire une évaluation, ça ne peut pas être la personne soi-même. Ça peut permettre aux presses et au public de lutter, de protester, de mettre de pression. Ils ne peuvent pas prendre cette action s'ils n'ont pas d'informations. Ça peut permettre à des parties concernées de prendre l'action, de se protéger. Alors, c'est une bonne chose de voir des déclarations de l'intérêt, mais c'est seulement le commencement. Le problème, c'est que le conflit continue même avec les déclarations. S'il y a un conflit, ok, il faut voir si c'est un lien qui montre un conflit. Et souvent, il n'y a pas une bonne possibilité de gérer ces conflits. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'autres choix pour les autres acteurs, pour les consommateurs. Souvent, la divulgation, pour créer une impression que donne confiance à tout le monde, que tout est bien géré et que rien ne change vraiment. Alors, le danger des déclarations, c'est que les gens pensent on a fait tout ce qu'on peut, on a fait tout ce qui est nécessaire, et maintenant, on peut continuer comme d'habitude, comme il n'y a rien d'autre à faire. Et ça, c'est très, très dangereux. Je pense. Et malheureusement, je pense dans beaucoup des pays, aux États-Unis aussi, on pense comme ça. On déclare les intérêts et on dit, maintenant on doit faire une exception. Parce que ce chercheur est tellement important que c'est seulement lui qui peut faire cette évaluation, parce que c'est lui qui a développé le Barrett, qu'il est expert, et que ce doit être seulement l'expert qui fait l'évaluation. Bon, mais si on déclare, qu'est-ce qu'on déclare? On déclare tout, parce que ce n'est pas aux personnes qui déclarent les liens à décider si c'est important. Parce que souvent, on dit « Ah non, ce n'est pas important ». Très bien, je suis d'accord, mais ça doit être un indépendant qui regarde, parce qu'on peut être aveugle, on peut voir des blind spots. Et on trouve dans psychologie maintenant toutes les études sur les conflits d'intérêts que souvent les gens n'ont pas pensé que c'était un problème. Et l'important, c'est quelqu'un d'autre qui doit être le juge. OK. Alors, je suis déjà passé la limite de mon temps par quelques minutes. Je vais passer là. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais, mais c'est mieux de voir des questions, des protestes, des dialogues que je parle plus. Merci.